Bonjour Isam. Bonjour Sergile. Bon, donc le but de cette interview, c'est de vous faire connaître, auprès de toutes les personnes qui aiment votre art. Alors on va commencer un petit peu par vous. Donc vous vous appelez comment en réalité? Alors mon nom de baptême c'est Isabelle, Oui. Mon nom de famille c'est Merle, Oui. et puis j'ai un deuxième prénom, Grenadine, que j'utilise régulièrement dans les réseaux sociaux. Et mon nom d'artiste, c'est la contraction de mon prénom et mon nom de famille. Oui. Isam. Isam. Voilà, ça donne un supplément d'âme. D'accord. D'accord. Mais je l'ai réécrit un peu de façon différente. Bon, alors on va parler déjà de votre vie par rapport à votre art. Vous êtes né à quel endroit? Je suis née dans la Loire. Ah, très bien. À quel endroit? À Roanne. À Roanne. Super. Bon, et vous êtes d'un milieu d'artiste? Pas vraiment. Mes parents étaient enseignants, donc Oui. c'est pas vraiment artistique. Mon père était prof de physique, ma mère était prof de français. Ah, pas prof de dessin. Non, du tout. Par contre, j'avais une grand-mère maternelle Oui. qui peignait à l'aquarelle, qui faisait de très jolies aquarelles dans sa jeunesse, et qui après avait continué de peindre à l'époque où on n'avait pas la 3D et les ordinateurs qui pouvaient faire des représentations. En fait, mon grand-père maternel avait une ébénisterie et ma grand-mère tenait le magasin d'ameublement qui allait avec. D'accord. Donc c'était du style Louis XV, du style Louis XVI, à l'époque où moi j'étais vivante. Ouais. Et avant, c'était de l'art déco, ou enfin de l'après-guerre. Et donc, quand les bonnetiers, parce que Roanne était une ville de bonnetterie, quand les bonnetiers achetaient leurs meubles, ils venaient choisir quelque chose où on allait tout coordonner, les tissus du mur, les tissus des rideaux, les dessus de lit et les chaises, les fauteuils. Ils achetaient leur chambre, ils achetaient leur bureau, ils achetaient leur salle à manger. Et donc, ma grand-mère allait dessiner tout ça en aquarelle pour qu'ils aient une représentation de ce qu'ils allaient avoir au final. Et vous aviez beaucoup de contacts avec votre grand-mère? Vous l'avez vu souvent faire cette activité de Jamais. dessin? Jamais. Ma grand-mère était excellente couturière, mais vous voyez, elle n'a pas transmis à ma mère aucun de ses talents. Ma mère était une gauchère contrariée, donc au final, elle était très bonne littérairement et elle lisait beaucoup, mais manuellement, c'était cata. Vous n'avez pas connu votre grand-mère artiste, donc? J'ai beaucoup fréquenté ma grand-mère, j'ai vécu à certains moments chez elle, Oui. j'y allais très souvent. Oui. J'ai été imprégnée par l'esprit de ma grand-mère, mais jamais elle m'a donné un cours de piano, jamais elle m'a transmis comment tenir une aiguille, et jamais elle m'a appris à tenir un pinceau. C'est après que c'est venu. D'accord, voilà. D'accord. Par contre, j'ai fureté longuement et j'ai profité de tous les coupons de tissus du magasin, des collections. Donc avec ça, je jouais beaucoup étant enfant. Oui. Et notamment, je les cousais, je les assemblais avec des épingles nourrices, de façon à faire des petits costumes. Et j'adorais me costumer, me déguiser. Et dès que j'avais fini, qu'on avait fait la photo, j'allais replier soigneusement mes petits coupons de tissu qui pouvaient servir pour un autre projet que j'avais dans la tête. Vous aviez quel âge à peu près là? Ça c'est on va dire de 6-8 ans jusqu'à 18, jusqu'à ce que je fasse mon bac. D'accord, mais après, donc ça plus de 10 ans. Oui, non, ça avait pris une véritable ampleur quand j'étais ado. Adolescente, je passais tous mes mercredis ou mes jeudis à l'époque, c'était le jeudi qui était off, et également mon samedi et mon dimanche là-bas, chez ma grand-mère, dans une des chambres de l'étage de la maison, et j'avais une pièce pour stocker toutes les perruques, enfin je ramassais tout, puis on savait Isabelle elle aime bien les tissus, donc on avait un bout de tissu, c'était pour Isabelle. Et vous alliez à l'école à Roanne? Et j'allais à l'école à Roanne. D'accord. Et à l'école, indépendamment de ce que vous venez de me dire, vous vous intéressiez beaucoup au cours de dessin. Comment ça s'est passé l'école? Alors, l'école, ça s'est bien passé. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Oui. Fille d'enseignant, faut être bonne à l'école.
Oui, il y avait de la Voilà. pression. Donc Donc, vous étiez bonne. Ma D'accord. mère me faisait réciter l'imparfait du subjonctif quand elle D'accord. faisait mon divan Louis XV, qui me faisait Oh. office de lit tous les matins. Bon, donc fallait que je sois au taquet. Donc j'ai appris à lire vite, jeune, j'ai beaucoup lu. Et puis après, j'étais bonne à l'école. Et j'avais aussi une maman qui était un peu... alors à l'époque, on disait fragile des nerfs. Après, on a dit bipolaire. Maintenant, on dit... psychose maniaco-dépressive, je sais plus, c'est le Ouais, contraire, enfin, qu'importe peu le importe. flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, quoi, comme disait Michel. Donc l'ivresse, elle avait été délivrée par ma grand-mère qui m'avait dit, faut pas contrarier ta maman, elle est fragile des nerfs. Bon, Donc, contrarier, pas avoir de bonnes notes, égale pas bon. Donc j'étais très bonne élève. donc ça vous a amené jusqu'au bac. Voilà. Et alors? Et alors, donc, quand même, pour faire le point avec l'artistique, c'est Oui. que moi, j'adorais dessiner. Oui. Donc j'ai toujours dessiné. Mais comme j'étais bonne en dessin, on n'allait pas me donner des cours de dessin. Bah non. Le piano, j'avais envie d'apprendre le piano. Oui, mais je chantais pas juste. Alors vous allez me dire, ça n'a aucun rapport, mais pour l'enseignante que mes parents avaient choisie, ça semblait en avoir. Donc j'ai été finalement au bout de la méthode Rose toute seule. Sans cours, parce que j'ai jamais chanté juste. Bon, c'est comme ça. Mais c'est étonnant. Je suis pas sûr que Vladimir Horowitz chante bien, mais bon, bref. Et donc, voilà. Donc, j'ai continué entre mes petits costumes, mes déguisements, mon grand plaisir dans les tissus, les toucher, etc. J'ai continué de regarder mon père qui faisait, qui lui aussi il m'a jamais appris quoi que ce soit, mais lui il était plus dessin industriel, il était plus peindre des choses très comme on fait dans les cours de physique. Il était dans un lycée technique, donc il y avait des élèves en je sais pas, apprentissage automobile ou je sais pas quoi, et donc il y avait, enfin je le revois lui dessiner avec la pointe à l'encre de Chine. Dessin industriel. Voilà. J'en ai fait, je suis d'une génération, j'ai connu ça, c'est très beau. Et mais il avait bon. aussi fait du dessin industriel dans son école d'ingénieur qui s'appelait, je crois, l'N7 ou un truc comme ça. D'accord. Donc j'ai des choses d'architecture qui sont assez belles que mon père a peint. D'accord. Donc Voilà. vous avez le bac, vous avez fait une série scientifique. J'ai fait un bac C. Oui, bac C, Voilà. d'accord. Et après? Après, Qu'est-ce qui s'est passé alors j'avais bien compris que ça allait pas satisfaire vraiment mes parents si je m'engageais dans la voie des saltimbanques de costumière ou de styliste. Je vois. Donc je me suis dit, faut satisfaire le monde, hein, et pas contrarier, être quand même petite fille modèle et tout. Donc j'ai continué tranquillos. J'ai fait une prépa HEC, école de commerce. À quel endroit? Parce qu'à Rouen, il n'y en a pas aussi. Ah non, je suis venue à Lyon, et à Lyon, il y a le lycée Ampère. Vous avez vénérable fait au lycée institution. Ampère, d'accord, Voilà. bien connu. Oui. Et j'ai fait mes 2 ans, et après je suis partie en école de commerce à Paris, à l'ISG. Et j'ai fait mes 3 ans là-bas, ce qui était aussi... alors j'ai pas gardé un bon souvenir du tout de la prépa, parce que c'était très bachotage, apprendre par cœur. Oh là là, c'était moyen pour moi. Et vous avez intégré une école de commerce? Oui, alors. j'ai intégré mon école Qui de s'appelle, commerce. vous dites? L'ISG, l'Institut supérieur de gestion. Voilà, que je connais pas. Que j'ai fait, où je me suis vraiment plu, où j'ai pu faire plein de choses. Parce que finalement, dans les écoles de commerce, il y a des BDE qui sont assez... des bureaux d'études, des bureaux des étudiants qui sont assez dynamiques et où on peut aller dans plein de... Ouais, je me souviens, pour vous juste à titre comme ça, j'avais participé au gala des grandes écoles, où il y avait des spectacles de cirque et tout, et donc moi j'avais été, je sais plus ce que j'avais fait plutôt de la relance téléphonique pour eux, mais j'en avais profité parce qu'il y avait une maquilleuse qui maquillait, donc j'avais servi de modèle, et ça m'avait mis en lien avec les produits Make Up Forever. Et de maquillage. Et puis j'avais été aussi sur l'ISG Japon, donc le Japon m'avait déjà un peu plu. Voilà, je vous Donc dirais tout ça, ça oriente plutôt vers Shiseido que vers autre chose. Ouais. Et alors donc, vous êtes sorti de cette école de commerce. Oui. Et donc. Et là, il fallait travailler. Et voilà, vous êtes rentré dans une boîte, une entreprise.
Alors, je suis sortie de l'école de commerce, mais quand même, avant de sortir de l'école de commerce, j'ai pas pu m'empêcher de postuler pour les ab initio d'Air France. Non, pardon, à l'époque, c'était pas Air France, c'était UTA. Voilà. Ikea UTA. Ah, UTA, pardon. Ouais, Oui. pour être pilote d'avion. Ah, vous vouliez être pilote? Moi, j'aurais voulu. Mais mon père avait décrété que j'étais pas assez bonne en physique et en Mais sauf maths. erreur de ma part, c'est une époque où la phallocratie dominante, il y avait très peu de femmes pilotes. à l'époque. Possible. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pilote privé. Hmm. Voilà, donc j'étais pilote privé et quand j'étais rentrée quand j'étais rentrée dans mon école de commerce, j'avais eu le désir de faire mon stage. En fait, mes parents m'avaient trouvé un stage dans un truc de charbonnerie ou je sais pas quoi. C'était, je sentais pas l'affaire. Et donc, comme je venais de faire le tour de France aérien des jeunes pilotes, Ouais. j'ai pris l'opportunité de rentrer à Air Inter en stage de communication. Et où je Bien. me suis bien amusée. Voilà. Bon, Et puis après, quand j'étais sur la fin de l'ISG, les 2 dernières années, j'ai aussi continué dans l'aérien. J'étais hôtesse de l'air. vous avez été Saisonnière. hôtesse de l'air. D'accord. Pendant mes vacances. Voilà. Oui, sur des longs courriers. Long courrier, voilà. Et j'ai fait le Japon. Vous alliez à Tokyo. Ouais, j'étais à Tokyo, mais j'ai fait plein de choses dans la... Voilà, un de mes plus beaux souvenirs, c'est Petra, en Jordanie. Ah bah Petra, oui, c'est Voilà. magnifique, j'y suis allé. Donc j'ai nourri une de mes valeurs fortes, qui est Ouais. le voyage. D'accord. Et alors, vous êtes hôtesse de l'air, c'est Mhm. très bien, mais il y a un moment donné, il faut atterrir. Donc, Voilà, donc j'ai atterri. Alors j'ai essayé de faire mon ab initio, mais il aurait fallu que je révise beaucoup les cours de maths et j'avais 5 ans derrière moi sans avoir pratiqué vraiment 3 à 5 ans sans avoir pratiqué le niveau maths de terminale C, donc j'avais trop perdu. Donc je suis allée postuler en tant que commerciale dans le milieu architectural. Donc je suis rentrée dans l'éclairage architectural d'intérieur. Ah, Voilà. et là, C'était quand même créatif. oui. Donc une deuxième de mes Vous avez valeurs, la commencé création. à dessiner des Non. lustres, non? Pas du tout. Je travaillais avec des architectes, avec Ouais. des bureaux d'études, avec des installateurs, avec des distributeurs. Donc il y avait un gros lien social, beaucoup d'humains. Ouais. Et j'étais prescripteur, donc j'essayais de faire le lien entre un bureau d'études qui est hyper technique, qui parle de luxe, de l'humaine, avec un architecte qui lui pense architecture, puis de lumière, comment on va mettre en valeur tel ou tel aspect de l'architecture, les piliers, il faut faire ressortir son architecture. Oui. Le bureau d'études, il pense niveau d'éclairage. Mhm. L'installateur, il pense comment je vais payer le moins cher possible les produits. Et donc, moi, c'était l'équation à l'intérieur de tout ça. Bon. Voilà. Mais je me suis nourrie parce que je travaillais énormément en muséographie. Muséographie, on retombe sur création artistique. Donc là, vous commencez votre carrière artistique. Non, ma carrière artistique, je l'ai commencée avant, avec mes dessins, avec mes Oui, robes, et oui, tout ça. oui. Voilà. Oui. Et là, vous l'avez amplifié. Et là, j'étais au contact d'autres éléments. Bon. Puis je dois aussi dire que ma mère, avant d'être prof de français, avait fait des études de géographie et d'histoire. Mhm. Et donc, j'ai passé ma jeunesse traînée de musée en château et en église Bon, romane. vous aviez une bonne culture, un bon environnement culturel. Et alors, si on peut aller de ce que vous dites jusqu'à aujourd'hui, avant de passer à votre activité artistique proprement dite, quelle est la suite jusqu'à Et aujourd'hui? la suite, c'est dans ce contexte professionnel. Mhm. Entre-temps, j'ai eu quelques enfants, j'en ai eu 4, un mari Mhm. aussi. Et votre mari est dans l'art aussi? Non, mon mari, il n'était pas du tout artiste. D'accord. Voilà. Bon. Et vous avez des enfants artistes? Et je pense qu'ils ont été un peu contaminés par le papa qui est beaucoup plus axé sur les finances. Ah oui, vous en avez combien d'enfants? 4. Ah, 4 enfants, d'accord. J'ai 4 fils. Ils sont plutôt dans les finances, d'accord. Ouais, voilà. C'est plutôt pour 3, c'est des financiers. Ouais. Et le côté artistique, moi, j'ai essayé de l'éveiller chez eux. Oui. Je dirais que mon fils aîné, il avait un bon talent, un bon coup de pinceau ouais. sur l'architecture. Voilà. Mhm.
bon, ils ont fait un peu de musique, ils ont fait un peu de judo, enfin voilà. Et donc, comment je suis arrivée à ma carrière artistique, alors il a fallu des petits révélateurs. Mais un des points importants, c'est de retenir que chaque moment où j'avais une grossesse, j'avais un petit moment de congé maternité. Et donc, je l'utilisais toujours pour aller faire des stages. Alors, des stages d'encadrement, des stages de peinture, des stages d'aquarelle, des stages de peinture sur bois, des stages d'acrylique. Et je me suis nourrie petit à petit de stage en stage, ou parfois c'était à l'année où je prenais des cours. Voilà. Donc là, ça a vraiment été amplifié, des cours de couture aussi. Voilà. D'accord. J'ai fait ma robe de mariée, ça aura son importance. Ah, c'est vous qui avez fait votre propre robe de mariée, oui. D'accord. Dont la soie avait été achetée, je ne sais pas, 10 ans auparavant au cours d'un voyage en Thaïlande. Et voilà, je vois cette soie, je me dis, le jour où je me marie, alors j'avais mes 10 mètres de rouleau. Génial. Et alors après, donc, comment vous vous êtes développé? Eh bien, après, c'est simple. J'ai continué de faire un peu. J'ai travaillé jusqu'en 2002, puis de 2003 à 2005. Enfin, après la naissance de mes 4 enfants, j'ai continué un peu de travailler. Et à un moment, dans le couple, ça s'est pas bien passé. Je n'y trouvais plus mon compte. J'étais devenue une femme triste, qui turbinait derrière les enfants. J'étais plutôt dans l'éducation des enfants et un peu que ça, mais ça suffisait pas à me nourrir. Et à un moment, j'étais conduite à divorcer. Ah oui, d'accord. Je savais que pour ma survie, c'était important que je divorce. Oui. Mais j'avais très peur de divorcer, parce que je Une savais séparation, c'est toujours douloureux. Il y avait aussi un prix à payer à sortir de cette union, et que mon ex-mari n'était pas forcément tout le temps hyper gentil. Oui. Donc, ça m'a demandé beaucoup d'énergie pour lancer le divorce. Et après, ça a vraiment été une lutte pour rester pour garder. C'était de la survie. C'était de l'ordre de la survie. Donc, il fallait garder la tête hors de l'eau. Et donc, grâce à ce divorce, une des choses qui m'a permis de tenir la tête hors de l'eau, c'est la création. C'est l'artistique. C'est très intéressant. Voilà. Et la deuxième chose qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau et de ne pas sombrer, pas finir en hôpital psychiatrique, de retrouver mon sourire, ça a été le développement personnel. Oui. Donc j'ai rencontré un petit jeune qui s'appelle David Laroche. À l'époque, c'était un petit jeune. Il était plutôt sur Lyon. David Laroche. Laroche, oui. Qui est devenu un coach très reconnu maintenant. Et qui brasse plein de monde, plein de gros systèmes, qui est sur la voie de Tony Robbins, si ça vous, parle. Tony Robbins. Et j'ai embarqué avec lui. Et ça a permis pour moi de garder la tête hors de l'eau et de commencer à recroire dans la vie. Une renaissance. Oui, c'est ça. Et là, vous avez, je suppose, vécu une transformation intérieure. Alors, oui. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Moi, j'ai retenu 5 choses de David Laroche, c'est quand même assez intéressant de les citer. La première, c'est quand vous sortez d'un séminaire, vous avez expérimenté des choses, c'est de continuer à expérimenter et mettre en pratique. Oui. La deuxième, c'est de transmettre. Je sortais du séminaire direct. Je prenais le premier venu dans la rue et je lui transmettais ce que j'avais appris, je mettais en pratique. Très bien. On n'apprend jamais autant qu'en transmettant. C'est tout à fait vrai. Troisième point, c'était intégrer. Alors, l'intégration mentale, c'est fait vite. Maintenant, d'ici que ça redescende dans les cellules du corps, ça a pris Je connais très bien. 4-5 ans. Oui, c'est très difficile c'est ce qu'on appelle l'intelligence du corps, et c'est très très dur de passer du cerveau au cœur et au corps. Ouais, que ça retombe dans les cellules et qu'on le vive pleinement. Une fois qu'on a ça, on va incarner. Oui. Donc il y a des choses maintenant que j'arrive à incarner. Ouais. Et pour incarner l'identité d'artiste, il m'a fallu du temps. Et pour l'intégrer aussi. D'accord. Et en dernier point, le 5e point, c'est inspirer. Vous ne pouvez inspirer les autres que si vous-même vous êtes cohérent avec ce que vous dites et avec ce que vous incarnez.
Ça, c'est absolument clair. Voilà. Alors à l'époque, je pense que David, il donnait les 4 premières clés. Je ne sais pas s'il allait jusqu'à inspirer. Moi, je l'ai rajouté après. D'accord. Et tout ce que vous dites, je suppose, on va peut-être passer à votre art maintenant, doit se traduire dans votre, entre guillemets, vie artistique, c'est-à-dire l'évolution de votre expression créative à travers tout ce que vous venez de nous dire. Exactement. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre créativité artistique à la lueur de ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire faire un lien quelque part, c'est un peu difficile, peut-être ce que je vous demande, qui parle, qui exprime. Ce qui est merveilleux avec vous, c'est tout en fluidité. En fait, ça coule comme une rivière qui va vers le fleuve et c'est tranquille. Bon, et ben... Merci. Merci. Donc effectivement, au moment de ce développement personnel, de tous ces séminaires que j'ai suivis, toute cette application, ben, j'ai décidé à un moment de me lancer dans l'artistique. C'est-à-dire de faire confiance à tous ces stages que j'avais faits, de lâcher le geste. C'est-à-dire d'accepter, parce que jusque-là, je faisais des choses où je reproduisais une carte postale, une photo. J'essayais d'être vraiment dans des choses, vraiment dans de la reproduction fidèle. Oui. Et là, j'ai accepté que ce que j'allais générer ne ressemblerait pas forcément à ce que j'avais dans la tête. Donc, aller avec une intention, et mon intention, c'est de dire, ok, maintenant, je veux faire de l'artiste, être une artiste. Pour être une artiste, il faut au moins avoir fait une centaine de toiles. Allons-y. Ah bon, pour être artiste, il faut au moins avoir fait une centaine de toiles ? C'est la croyance que j'avais développée. D'accord. Avec ce qu'on m'avait dit, avec les autres artistes que j'avais rencontrés. Pour plaisanter, je pensais en vous écoutant, pauvre Werner. Bon, donc, allons-y gaiement. Oui. J'ai décidé de faire une série que j'ai appelée Les Femmes en Bleu. Oui. Alors, Les Femmes en Bleu, B-L-E-U-S. Donc, différentes nuances de bleu. Et là, c'est là où je rends, comment dirais-je, grâce à mes heures de français avec ma mère, etc., à ce qu'elle a pu me transmettre, je joue avec les mots. Donc les bleus, il y a les bleus de l'âme. Il y a le sang bleu qui coule sous les veines. Si vous prenez les veines, elles sont bleues ici. Il y a le sang bleu royal. Il y a le bleu de travail aussi. Aussi. Donc, c'était... Voilà, les femmes en bleu, elles viennent parler. Et puis le bleu, dans le langage populaire, c'est celui qui connaît rien qui arrive, quoi. Le bleu, à l'armée en particulier. Il y a les cols bleus, les cols blancs. Oui. Donc j'ai décidé de faire mes classes de col bleu avec les femmes en bleu. Ouais. Et c'était le reflet de mon développement personnel. Sachant aussi que le bleu, parce que vous avez dit les femmes en bleu, vous n'avez pas dit les hommes en bleu. Et comme vous le savez, l'iconographie de la Vierge Marie est toujours représentée en bleu, parce que c'est aussi, il y a une connotation, on va dire sexuelle aussi, enfin il y a beaucoup de choses, quoi. C'est pas comme les femmes en rouge, comme Marie-Madeleine. Donc les femmes en bleu, bleu et blanc pour Marie, d'accord. Et donc moi elles sont souvent sur fond blanc et c'est des femmes en bleu. Voilà. Oui. Je les ai dès le début travaillées à partir du papier de soie. Oui. Le papier de soie, d'ailleurs j'en ai apporté quelques rouleaux. Que vous connaissiez bien autrefois. Le papier de soie ? Non. Non. Le papier Dans de soie. Dans votre enfance, il n'y avait pas de papier de soie ? Non. Le papier de soie, il n'y a rien de tel que le papier de soie pour parler de soi. Ah bah oui, ça. On est dans un jeu de mots. En même temps, le papier de soie, c'est le papier précieux qu'on va trouver à l'intérieur. Dès qu'on va dans des objets de luxe, ils sont pliés dans du papier de soie. Ah, c'est clair. Voilà. Et on en trouve aussi dans les boîtes à chaussures. Les chaussures sont pliées dans du papier de soie. Chaussures déjà haut de gamme, oui. La plupart, même les Nike. Oui, je regarde de plus près. Vous regarderez dans vos boîtes à chaussures en carton. Il y a toujours un petit peu de papier de soie. Oui. Et même quand vous avez au fond de la chaussure, on bourre du papier de soie. Oui. À l'intérieur. Et donc il y avait déjà un petit côté écolo dans ma tête, environnemental. Et donc j'ai pris ces papiers de soie
Et puis je les ai défroissés, dépliés. Mhm. Et j'ai trouvé que finalement, c'est un papier qui a de la résilience. On peut le mouiller. Oui. Il se déchire facilement. Alors, d'autant plus s'il est mouillé. Mais il supporte d'être mouillé. On peut travailler avec les encres aquarellables dessus. D'accord. Le fait qu'on puisse le froisser, c'est intéressant par rapport à ce que j'avais vécu dans mon parcours de divorce. On peut être froissé et puis on peut redéplier. La femme, elle peut vivre des déchirures, elle peut être abîmée, elle peut être... Je me permettrais de dire que physiologiquement, à travers l'expérience des grossesses, la femme est naturelle, il y a une relation à la déchirure, à tout ça. Il peut. Donc c'est de dire que c'est pas parce que on a pu vivre des choses difficiles qu'on peut pas dans une deuxième vie, dans un deuxième temps, renaître. C'est le mot que vous aviez utilisé tout à l'heure. Oui. On peut également aller, vous voyez les lambeaux de l'ancienne peau, comme la mue d'un serpent. Tout à fait. Ça part en lambeaux, l'ancienne peau. Oui. Et on va développer de nouvelles croyances, on va développer de nouvelles façons de vivre. Tout ce qui ne nous tue pas nous fait grandir, comme dit et nous rend certains. plus forts. Donc cette épreuve du divorce, ça a été le socle pour moi pour grandir dans l'artistique, pour m'autoriser à aller développer cette identité d'artiste et au travers des femmes en bleu. Donc en fait, elles sont venues traduire ce que j'ai vécu, elles sont venues dire en 100 mots les mots MAUX que j'avais pu avoir dans ma tête. Elles sont venues délivrer avec plutôt de la délicatesse parce que mes œuvres sont plutôt douces et tranquilles. Dire en douceur, voilà, ce par quoi j'étais passée. Peut-être un peu un guide, ce que vous dites. En vous écoutant, je pense à un proverbe africain, vous connaissez peut-être, pendant la mue, le serpent est aveugle. Possible. C'est-à-dire quand on change de peau, comme vous le dites, cette métamorphose que vous décrivez, je suppose qu'on doit perdre ses repères, qu'il y a des moments où on est dans un brouillard, on ne sait plus bien où on est, et je suppose que l'expression artistique est un peu une quête. C'est peut-être une quête, et en même temps, c'est une forme d'expression. Donc parfois, les mots ont du mal à sortir par la gorge. Parfois, on ne sait pas exprimer certaines scènes, ou on ne sait pas les dire, ou elles sont peut-être juste trop violentes pour être dites. Et le fait de les exprimer sur la toile, dans des nuances de bleu, pour moi, ça a été mon exutoire. C'est un peu ce que le catharsis, excusez-moi de vous interrompre. Alors, catharsis, je suis pas sûre que tout le monde comprenne, et moi, je suis pas sûre d'avoir la définition complète. Moi non plus. C'est un mot qu'on utilise toujours, galvaudé, et puis même par moi, je suis pas psychiatre. Mais en gros, beaucoup d'artistes utilisent ce mot quand je discute avec eux, parce qu'ils disent un peu ce que je comprends de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une expression de quelque chose qu'on n'arrive pas à faire passer par les mots et qu'on fait passer par une expression artistique qui peut être la musique, qui peut être la peinture, qui peut être le théâtre, peut être des tas de choses où on exprime à partir de soi, de son inconscient, tout son être, des choses sans même pouvoir soi-même les identifier avec précision. Alors, je suis quand même capable de dire beaucoup de choses de mes œuvres. Oui. Et elles m'ont aidé. Particulièrement. Quand vous dites, excusez-moi de vous interrompre, c'est très important ce que vous dites. Lorsque vous dites, je suis capable de dire beaucoup de choses de vos œuvres, vous pouvez en expliquer la genèse? Oui. Pour chaque œuvre. Oui. Très intéressant. C'est-à-dire que j'ai un petit book, par exemple, pour les femmes en bleu, et on pointe sur une œuvre, et je vais vous dire qu'est-ce qu'elle est venue expliquer. Et puis c'est un chemin en même temps. C'est-à-dire que moi, je suis pas... Il y a des artistes, ils vont rentrer dans un schéma, ils vont toujours peindre de la même façon, toujours peindre les mêmes sujets. Donc moi, les femmes en bleu, j'en ai fait une centaine, super.
Mais à un moment, même si je suis restée dans le bleu, j'ai changé. C'était plus forcément des femmes, c'était peut-être plus abstrait. Mais en tout état de cause, il y a un cheminement comme une corde qu'on suit, on la prend, on tire, et puis en fonction de ce qui vient sur le chemin, des rencontres, d'une tâche qu'on n'a pas prévu de faire à cet endroit-là, ou un truc qui se déchire. Ce que l'on appelle un peu la sérendipité, pardon. Voilà. On laisse faire. Ce que l'œuvre, c'est qu'il y a un moment où je crée, j'ai une intention, et puis je lâche prise. C'est-à-dire même si le geste ne va pas là où je veux, même si ma femme disparaît parce qu'elle devient dans les taches d'encre qui se diluent sous l'eau, l'aquarelle qui glisse, qui coule, qui prend sa forme, c'est l'œuvre qui prend vie, et on accepte aussi qu'elle nous échappe. J'accepte qu'elle m'échappe. Elle vous échappe. Excusez-moi, une question peut-être un peu indiscrète. Est-ce qu'il y a à travers cette échappatoire, on va dire, une dimension spirituelle? C'est-à-dire, est-ce que chez vous, il y a quelque chose du domaine de l'invisible, de ce que l'on voudra, de Dieu, je ne sais pas quoi, qui intervient dans la création, un peu comme ce qui se passait chez Victor Hugo à Guernesey, etc. Alors, il y a quelque chose d'un peu inexpliqué dans ma création. Pour vous répondre, moi, sur Dieu, j'ai un peu de mal avec mon éducation, où j'ai vu beaucoup de personnes qui sortaient de l'église après avoir été se confesser, et qui, dès qu'elles sortaient de l'église, allaient soit retourner chez leur maîtresse pour tromper leur femme, soit des grenouilles de bénitier qui passaient leur temps à déplacer sur les voitures. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Ça, c'était profondément injuste pour moi. Oui. Et ça me révoltait. Oui. Donc, au final, j'ai laissé Dieu tranquille. Oui. J'ai laissé la religion avec les petites contingences matérielles de côté, et j'ai essayé d'avoir une posture, une droiture, moi avec moi-même, ce qui est déjà pas facile. C'est très dur. Et aujourd'hui, je parle de l'univers. L'univers est grand, et ça m'évite d'avoir trop de... Comment dirais-je ? Si c'est Dieu, bah c'est bien, et puis ça m'évite d'avoir des difficultés avec est-ce que c'est Allah qui est plus important que Dieu, des chrétiens, des catholiques, ou pourquoi pas les protestants, et ces conflits de religion, ces combats me paraissent Mais stériles. Pour revenir à ma question... Donc oui, il y a quelque chose de plus grand. Oui. Voilà. Et ce plus grand intervient dans votre processus créatif ou pas, d'après vous ? Alors, je ne suis que la main. D'accord, je comprends pas très bien. Voilà, je ne suis que la main, et en même temps, cette main, ma main droite, il y a un moment, des choses bizarres qui sont arrivées, comme cette notion d'écriture automatique, une écriture qui va de droite à gauche. Lorsque vous créez une œuvre, lorsque vous débutez quelque chose, vous débutez un travail artistique, est-ce que vous le faites parce que vous ressentez une impulsion, un désir profond à l'intérieur de vous-même que l'on ne peut pas éteindre sans passer à l'acte, ou bien est-ce que vous faites comme Joseph Haydn qui tous les matins était là parce qu'il fallait qu'il fasse une œuvre et puis il faut s'y mettre, même si on n'en a pas envie. Alors je fais pas trop du Haydn. Non, il n'y a pas que Haydn. Alors en fait je vais suivre le cours, l'inspiration. C'est-à-dire dans ma vie, il se passe des choses, comme par exemple un divorce compliqué, comme par exemple des enfants à l'autre bout du monde que j'ai pas revus pendant 7 à 10 ans. Et donc ça, je le couche sur la toile. Et puis, il y a la matière, il y a les couleurs, il y a les textures, il y a les contrastes, il y a les harmonies. Donc je vais jongler avec tout ça. Je vais jongler entre les matières. Je vais chercher une harmonie, je vais chercher un fil directeur. À un moment, j'ai, je sais pas, quelque chose qui apparaît dans ma vie. Je sais, un jour, je prends une bombe de graffeur, voilà, les sprays de graffeur, de tagger, on peut aussi dire, un bleu qui s'appelait le bleu Léviathan, un bleu nuit assez profond, mais avec de la profondeur, assez. Il a. C'est presque comme un ciel céleste. Et il y a un peu la nuit étoilée de Vincent Van Gogh. C'est ça. Ou l'une des nuits étoilées. Et ce bleu très beau, je l'ai trouvé stellaire. Oui. Et dessus, j'avais dessiné un cumulonimbus qui n'était pas du tout sur un fond bleu comme ça. Mais ça a été le début, cette espèce de bleu plus foncé qu'un outre-mer, entre un bleu marine et un outre-mer.
Ça a été le début de plusieurs séries où je suis venue sur ce bleu-là. Et ce bleu était mon inspiration. Excusez-moi, une question personnelle. Oui. Vous portez très souvent des tenues avec beaucoup de bleu? Parfois c'est du bleu, parfois c'est du rose, parfois c'est très coloré comme aujourd'hui. D'accord. C'est Vous n'êtes variable. pas particulièrement attaché au bleu sur votre personne? Si, je peux avoir du bleu marine pendant des lustres, passer 6 mois, 1 an sur du bleu, et puis je peux péter du rose à un autre moment. Rose fuchsia. D'accord. Si on veut terminer là, cette partie de ce que vous venez de nous dire sur votre art, Oui. est-ce que vous voulez rajouter 1 ou 2 points qui pourraient être importants pour toutes les personnes qui vont voir vos œuvres, Alors, qui se disent mais qui est cet artiste? Donc sur les femmes en bleu, je pense qu'on en a assez parlé. Mais les femmes en bleu m'ont amené également vers d'autres univers. Donc notamment, il y a eu le digital. À un moment, je me suis aperçue que avec une tablette, on pouvait faire des choses magiques. Et je suis partie avec le digital. Oui. Donc je fais aussi des œuvres digitales, mais qui elles sont beaucoup plus abstraites. Ou parfois c'est juste, je prends une photo, puis je vais la modifier, trafiquer jusqu'à la faire disparaître, un portrait, et que ça devienne quelque chose tout rouge. Donc ça c'était plutôt le côté grenadine, on va dire. Et ma grenadine, elle a fait plein de choses dans le digital. Avec un logiciel qui s'appelle Procreate, qui est très facile à prendre en main. Mais par exemple, si je pars au Japon, je peux pas emmener mes papiers de soie, mes toiles et tout ça. Donc je prends ma tablette et je vais faire avec ça. Vous êtes allé au Japon? Plusieurs fois, 5 fois. D'accord. C'est une belle source d'inspiration, le Japon, Ouais. pour moi. Oui, vous parlez de papier de soie, etc. Voilà. etc. Au travers des jardins, au travers des coutumes, au travers de la soie, des kimonos, des geishas. L'ikebana, ça vous parle? Eh bien, j'ai fait une vingtaine d'années d'art floral occidental. Ouais. Et j'aurais bien aimé faire de l'ikebana, mais à un moment, j'ai lâché. Par contre, les bouquets que je fais aujourd'hui sont beaucoup plus inspirés de l'ikebana, dans le sens où je vais travailler sur une fleur, une feuille, un graphisme de branche, une racine. Et je vais plus chercher, comme en art floral occidental, beaucoup une composition lourde, saturée, avec des codes, mais je vais chercher quelque chose qui va chercher la vie. Quand vous faites ça, vous méditez, vous essayez d'intérioriser, comme le font les Japonais? Non, mais par contre je fais de la méditation à côté, et je vais juste chercher à être alignée et à rentrer dans l'esprit de la plante. Vous êtes influencé par les écrits de Carl Friedrich Graf Durkheim, de penseurs comme ça, qui sont des penseurs qui sont énormément influencés de certaines pensées japonaises, notamment le tir à l'arc japonais, tout ça? J'ai fait du tir à l'arc. Japonais? Non. D'intériorisation du geste, d'incorporisation, je ne sais pas comment on dit, voilà. De toute façon, la perfection pour vous répondre sur le tir à l'arc, la perfection du geste, elle vient, on doit baisser l'épaule, ce qui est contre-intuitif, et c'est la perfection du geste qui est important, puisque vous avez des non-voyants qui font du tir à l'arc. Oui. Donc ils ne voient jamais la cible, mais on va leur mettre, il y a un piquet qui est planté là, ils mettent leurs mains contre, et c'est grâce à cette perfection de leur posture qu'ils peuvent atteindre la cible. Bon. On conclut sur cette partie. Les robes. Oui. Il faut juste que je dise un mot des robes. Allez-y. Il y a un moment, en 2018, j'étais au Cambodge, donc un de mes voyages, une de mes valeurs. Et je me suis aperçue qu'il y avait des cours d'eau très propres. Puis il y avait des cours d'eau complètement pollués, saturés de plastique. J'étais plantée des mangroves dans la mer, ça me tenait à cœur, au large. Et les mangroves, quand je suis arrivée sur l'îlot avec mes petits plants de mangroves qui venaient de ma nurserie de mangroves où j'avais dormi, c'était un dépotoir de sacs plastiques, un dépotoir de bouteilles plastiques, etc.
Et à partir de là, j'ai commencé à me documenter sur les gyres, ces courants marins qui rassemblent les plastiques dans 5 espaces marins, 2 dans le Pacifique, 2 dans l'Atlantique, 1 dans l'océan Indien. Puis de voir ce que Oceans Cleanup faisait comme démarche pour essayer de nettoyer la mer. Ils en étaient vraiment à leur début. Oui, j'ai lu pas mal de choses. Et j'ai ramené de là-bas une robe en soie que j'ai retravaillée, que j'ai déchirée un peu comme mes robes, comme mes femmes en bleu. Donc le bas de ma robe, il représente comme mes femmes en bleu, c'est la suite. Et j'ai fait une traîne de déchets. Donc une face avant, une robe de soirée, une robe de princesse. Je retrouve mon univers de ce que je vivais étant petite, avec mes déguisements et mes costumes. Et ma face arrière, c'est la traîne de 3 mètres de long, ce qu'on laisse dans notre sillage de consommateurs à la planète, avec ces plastiques. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'expression artistique, l'art, votre art, mais aussi celui des autres, peut jouer un rôle très important dans les efforts que l'humanité doit faire face aux défis climatiques que nous avons aujourd'hui? Est-ce que pour vous, parce que ce que vous dites est très fort, vous parlez de pollution, vous parlez d'objets, vous parlez d'Europe, etc. Est-ce que pour vous, ce langage-là artistique a un rôle majeur à jouer pour non seulement sensibiliser, mais dynamiser les humains face aux défis climatiques majeurs qui sont devant nous? C'est une très bonne question. Donc, je vais vous répondre pour moi et je vais vous répondre en général. En général, c'est assez simple, les artistes sont souvent des précurseurs. Ils disent les choses, même vous regardez les films, prenons par exemple juste des films comme Soleil Vert, des films comme tous les films de science-fiction que j'ai regardés dans ma petite jeunesse. Aujourd'hui, on est vraiment dedans. Oui. On est avec les robots, on est avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, etc. 1984. Oui, voilà. Ok, donc les artistes, oui, clairement, ils voient peut-être les choses un peu en avance et ils sont capables de le dire, ils sont capables d'exprimer dans leur capacité créative un futur possible ou un futur qui va vraiment se produire. Donc ça, c'est pour en général, oui, à 100%. Moi, sur ma contribution personnelle, je me suis trouvée tellement mal en me disant mais cette planète, on est en train de vraiment faire n'importe quoi. Et puis en plus, avec la notion de culpabilité, de se dire moi je suis en train au Cambodge de boire plein de bouteilles d'eau. Je maîtrise absolument pas ce qui va se passer quand je les pose dans une poubelle derrière, mais je peux pas boire de l'eau du robinet parce qu'elle n'est pas potable. Donc je participe un peu au massacre. Moi en tant que consommatrice. Et je me suis dit, comment je peux dénoncer ça? Comment je peux faire passer le message? Comment je peux apporter mon petit effet papillon? Qu'est-ce que je peux faire moi à mon petit niveau? Et j'avais pas envie de faire quelque chose qui soit très dire oui ça c'est pas bien et ça c'est bien, parce que je trouve que c'est extrémiste et puis ça n'aide pas les gens à évoluer. Je comprends. Donc j'avais envie de semer une graine, mais une graine assez délicate et de voir comment elle pouvait pousser. Donc ça a été ces messagères. Cette série s'appelle Les Messagères. Un message qui ne soit pas le message des profs que vous avez trop bien connus. C'est ça, pas trop directif, juste sensibiliser les gens, piquer leur curiosité par cette face avant, ce côté princesse des robes à l'avant, et à l'arrière, poser plein de questions. Il y a plein d'entrées dans mes robes. Par exemple, la robe des mers, à l'arrière, c'est un filet de poisson. En fait, c'est un vrai filet de tennis. Donc, c'est de la récup. Donc, filet de tennis de mon ancienne résidence qui avait été changé. Hop, on lui donne une forme de poisson. Dessus, les arêtes, ce sont les bouteilles d'eau. Hey. Et donc, dessous, une bâche en plastique pour éviter que ma traîne ne se salisse, ne s'abîme et qu'elle puisse glisser, être portée. C'est la mer, une bâche bleue. Et vous pensez que le public, lorsqu'il voit votre création, dont vous venez de nous parler, va être sensibilisé au point de se dire il faut vraiment se remuer par rapport à ce qui nous tombe sur la figure aujourd'hui? Alors, je ne suis pas en capacité de vous dire. Mon intention, c'est de sensibiliser. Moi, je suis une graine. Vous savez, dans la terre, par mètre cube de terre, vous avez entre 30 000 et 300 000 graines. Elles vont lever leur dormance
en fonction de l'état du sol. Oui. Si c'est un sol qui est complètement exempt de matière organique, c'est l'ambroisie, qui va lever sa dormance parce qu'elle vient restructurer les sols qui sont morts, où il n'y a plus de matière organique. Je n'ai pas la prétention de changer le monde avec mes robes. J'ai la prétention de dire que je souhaite y contribuer. Je souhaite devenir en fait une personne qui puisse dire les messages avec ses traînes. Bon, la robe des mères, c'est le PET, le PESD, donc les bouteilles en plastique majoritairement. La sushi kimono, 1 an après, je suis au Japon, je vois les bars à sushi où il y a plein où défilent les sushis. Et puis je vais dans les supermarchés et il y a plein de barquettes polystyrène pour présenter les sushis, les sashimi. Et dans ces supermarchés qui sont ouverts 24 heures sur 24 pour certains au Japon, eh bien, vous avez des DLC courtes. Ces produits-là, ça part dans la journée. Donc à partir de 16 heures, vous commencez à avoir un prix qui baisse moins 30%. À 18 heures, on est à moins 50%. À 21 heures, certains magasins ferment à 22 heures par exemple, on va tomber à moins 70%. Et donc je vais collecter, et dans les silos à un moment, l'idée naît de dire, allez hop, le Japon de la tradition, c'est le kimono, c'est la geisha, c'est la maiko, avec son obi, sa ceinture traditionnelle japonaise. Et je prends cette grosse ceinture traditionnelle japonaise, le nœud à l'arrière, et elle tombe dans la même largeur qu'un tapis roulant de bar à sushi. Génial. Et ça se poursuit avec tous ces barquettes en polystyrène qui sont très colorées, très jolies, qui donc vont au Japon, ils ont une façon de trier qui est hyper précise. La barquette de sushi dans le supermarché, elle est livrée sur le polystyrène, comme nous, nos barquettes de viande en Europe, en supermarché, mais qui sont blanches. Et puis dessus, il y a un couvercle transparent, qui n'est pas dans la même matière. Donc le couvercle transparent va dans une benne à la sortie du supermarché, le polystyrène va dans une autre benne, le papier dans une troisième benne, enfin c'est très poussé, voilà. Les boîtes à œufs dans une encore autre benne. Je comprends. Et donc je veux dire, je viens confronter le Japon traditionnel avec le Japon moderne, le bar à sushi et le polystyrène, et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces détritus. On a parlé tout à l'heure de ma robe de mariée que j'avais faite. Ma robe de mariée s'est reconvertie après mon divorce en une... J'ose pas le dire devant vous. Oui. J'ai rajouté un voile, je n'avais pas de voile pour mon mariage. Et sur ce voile, j'ai posé des petites barquettes en plastique, vous savez, ces assiettes jetables qu'on avait dans le temps, que j'ai récupérées dans une maison que je vidais. Et dessus, il y a des plaquettes de médicaments. Donc je viens interroger la bimatière de l'aluminium et du plastique. Et j'ai une pilule contraceptive au milieu du dos dans le voile. Et après, c'est la multiplication des petits pains. Il y a 2 barquettes, puis 3, puis 4, puis 6, puis 10. Et là, je reviens sur mon histoire personnelle. Mes parents sont morts en 2021. Ils sont partis dans des conditions particulières. Ils ont fait le choix de l'euthanasie en Suisse. Et à l'époque où j'ai récupéré, ils prenaient énormément de médicaments, plus de 24 pilules par jour et par personne. Ils se trimballaient avec des grosses valises de médicaments. Et ces médicaments, je les ai plaqués à la fin de la traîne. Et on a la consommation de médicaments de mes parents au bout de 50 ans de mariage. Autrement dit, cette métamorphose de cette robe de mariée avec le divorce que vous avez vécu, cette transformation de cette robe de mariée dont vous venez de nous parler, je me permets une question un peu personnelle. Est-ce que, au niveau corporel, ça vous a fait du bien? Est-ce que c'était une façon d'exprimer ce que vous ne pouviez pas dire à travers des mots, à travers le traumatisme qu'a pu représenter le divorce? Est-ce que quelque part c'est une forme de thérapie? Ça peut l'être. Alors quand vous me parlez de corporel, il faut quand même savoir que j'avais pris 14 cm de tour de dos.
Donc cette robe de mariée que j'avais faite moi-même, où j'avais investi des heures et à laquelle j'étais attachée, et puis moi je m'étais pas mariée pour divorcer. Hein. Bah oui, en règle générale, c'est assez rare qu'on se marie pour divorcer ou alors J'y faut croyais être dans le mariage. père. J'y croyais. Donc il a fallu l'étendre pour qu'elle puisse encore fermer. Donc il y a eu une véritable démarche corporellement pour réinvestir cette robe. Et j'ai quand même mis un collier qui en fait une corde tressée. Donc il y a une corde au cou, elle est brillante, argentée, très mignonne. Mais allez savoir, est-ce que la corde au cou c'est le mariage? Est-ce que la corde au cou c'est les médicaments? Oui, justement, c'est bien de laisser un peu de flou. Exactement. Si vous acceptez, on va peut-être passer avant de conclure, un peu au futur. Où est-ce que vous exposez toutes les personnes qui veulent vous rencontrer, que ce soit vos œuvres ou vous-même, et les deux, ça serait l'idéal. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je suis à nouveau en mutation. Oui. À nouveau en mutation, dans le sens où j'ai commencé un peu les expositions, et je me suis aperçue que les expositions, c'est trop statique pour moi. Je m'ennuie un peu, dans le sens où on attend que les personnes passent, il y en a qui passent ou il n'y en a pas qui passent. C'est un peu difficile d'attraper les gens, surtout sur les salons, parce qu'on a un peu tendance à avoir des gens qui, si vous voulez leur parler, ils croient que vous allez essayer de leur vendre quelque chose, donc ils prennent la fuite. Alors, je trouve ça un peu démotivant, et j'ai envie d'aller plus vers ma notion de messagère, et donc continuer à raconter mon histoire, mais c'est pas seulement la mienne, c'est l'histoire d'une époque, c'est qu'est-ce qui se passait dans les années 70, qu'est-ce que moi j'ai connu dans les années 70, une façon de consommer avec plus de discernement, mais en même temps à lâcher prise dans les achats, parce que c'était les baby-boomers qui avaient connu la guerre. Donc le dire au travers de mes robes, on parle de temporalité, des faces avant avec le passé et la face arrière, qu'est-ce qu'on laisse aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans notre frénésie de consommation. Donc j'ai envie de continuer à faire ces robes, j'ai envie qu'elles défilent, j'ai envie de rentrer en lien avec le milieu de l'industrie, de la technologie. J'ai envie d'aller vers des entreprises type Veolia, des entreprises qui travaillent sur le recyclage, des entreprises qui sont à la pointe de la technologie pour aller dans cette démarche de réchauffement climatique. Dire ces messages avec mes robes, est-ce que ça fera tout le travail? Certes non, mais peut-être que ça peut être repris pour des messages politiques, pour des messages pour mieux faire comprendre aux gens, parce qu'à mon avis, c'est bien de mettre au point des systèmes extraordinaires, mais juste au niveau du consommateur. Si le consommateur revient à une consommation raisonnée. En anglais, on dirait « keep a sense of proportion ». Revenir au sens des proportions, avoir du discernement. A-t-on besoin de 2, 3, 4 voitures? A-t-on besoin de 12 jeans? A-t-on besoin de suivre la mode chaque été et chaque hiver? A-t-on besoin de remplir son réfrigérateur de sauce? Évidemment. Voilà. Et c'est ça mon message. Mon message, c'est juste sensibiliser, proposer de prendre conscience et de revenir à quelque chose de plus mesuré. Et peut-être de collaborer avec des industriels en partenariat par rapport à votre création pour que les industriels puissent proposer de nouveaux messages et peut-être motiver davantage leurs collaborateurs qui aujourd'hui, comme vous le savez, sont démotivés. Vous savez de plus en plus, comme vous le savez sans doute, de jeunes qui sortent de grandes écoles et qui disent « mais moi je ne veux pas rentrer dans ce bazar, dans cet ultra-capitalisme, ça ne m'intéresse pas d'être chef de produit, de forcer les gens pour des produits qui ne leur servira en réalité à rien. » Donc, en fait, c'est très militant finalement ce que vous dites. Mais mes robes sont militantes. Là, j'étais en train de lire un ouvrage de Fred Vargas. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est que des romans policiers. Mais il y en a un en 2019. Il y en a un qui a été fait sur le drame écologique que j'ai lu et qui est une merveille. Qui est pile dans la mouvance de ce que je suis en train de proposer. Tout à fait. Et dans mes robes, il y a aussi cette intelligence émotionnelle. C'est-à-dire la publicité. On est avec le conducteur qui est dans des paysages superbes mais tout seul au volant et qui allume. On n'est pas dans un message de dire consommons moins d'eau, consommons moins de pneus, voyageons partagés. On n'est pas du tout dans ça. La publicité, la consommation, les lobbies, l'argent,
il nous emmène un peu la tête dans le mur. Dans le mur, mais dans le message apparaît aux gens qui essayent un peu de réfléchir, de plus en plus pathétique et de plus en plus hors sol par rapport au quotidien que vivent les gens qui essayent de réfléchir et qui voient l'urgence climatique et tout ce qui se passe avec. Donc je crois qu'il y a une reconversion urgente à faire et que vous voulez collaborer. Voilà. Donc il n'y a pas d'exposition particulière. Par contre, sur Internet, les gens peuvent peut-être vous... Regardez vos œuvres. Donc. Voilà, ils peuvent me suivre. Je suis en train d'ouvrir un compte TikTok. Isam. TikTok. Alors, on l'écrira H-Y-Z-A-M-E. Sur TikTok. Sur TikTok. Et sur Instagram, c'est la même chose, mais tiré du 8, le tiré underscore, et derrière art comme artistique. D'accord, et pas sur Facebook. Sur Facebook, on me retrouvera. On me retrouvera. Bon, on va peut-être conclure. Est-ce que vous avez... Alors, j'ai encore 2 mots à dire. Voilà, justement. Voilà. Donc, un dernier mot à dire sur... je commence à collaborer avec des gens qui s'appellent FA, French Acoustic, qui sont des jeunes gens, une start-up du côté de Cannes, et qui fabriquent des enceintes. Donc, je veux que mes robes, elles fassent des performances, parce que j'en ai déjà fait et je trouve ça intéressant, des événements, des collaborations. Donc là, c'est une collaboration. Travailler avec ces jeunes qui utilisent des imprimantes 3D pour fabriquer leur coque de l'enceinte en plastique. Un plastique qui est lui-même issu, le filament vient d'une entreprise de l'Est de la France qui travaille avec du PET glycol. Donc PET, on revient sur les bouteilles en plastique. Donc recyclage des bouteilles en plastique en France, par une technologie française qui fabrique le fil, et start-up qui va créer des enceintes à partir de là. Et je trouve que le message, il est beau. Cette robe, elle va naître là dans les 3 mois qui viennent. Elle va s'appeler Marianne, parce que les enceintes sont bleu, blanc, rouge, et que je trouve que Marianne, après le Covid, on avait dit on va arrêter de consommer chinois, et puis en fait, on a oublié les messages 2 mois après la fin des confinements. Cette robe, on pourra la voir sur les sites Instagram et TikTok. Voilà, dès qu'elle sera créée. Bon. Et puis, elle va accompagner cette entreprise, ces entreprises. Et l'idée, c'est de continuer de faire des robes qui parlent de technologie française, plutôt vertueuse, éviter de bouffer du CO2 et de faire venir nos produits de Chine. Voir sur le recyclage, elle va faire écho à la robe des mères. Et un deuxième aspect que je veux lancer là, à partir de maintenant, ça va être de travailler sur des stages de créativité. Aujourd'hui, vous disiez un peu, les jeunes, on fait pédaler les jeunes comme des gerbilles ou dans des cages où il faut pédaler toujours plus vite. Oui. Et il y a de plus en plus de burn-out. Et la créativité est un peu laissée pour compte. Elle n'est que pour la publicité. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est on a un cerveau, on dirait cerveau gauche, très géométrique, très cartésien, musclé par le système enseignant français. Entièrement d'accord. On a un système que je dirais droit, créativité, qui est très peu stimulé, qui s'est complètement atrophié. Et les gens disent, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas un créatif. Oui. Et je vous dis si, vous l'êtes. Mais vous l'ignorez ou vous l'avez oublié. Et donc, l'objectif de ces stages, c'est d'aller chercher soit par le végétal, qui est aussi une de mes valeurs profondes, soit par l'artistique et les matières, les contrastes, jouer avec la matière et reprendre son pouvoir en matière créative pour chacun d'entre nous, pour les gens dans les sociétés, pour tous ceux qui voudront venir à ces stages. Et c'est ça que je veux lancer sur les 6 mois qui viennent. Et on aura les informations sur TikTok et sur Instagram. Et sur Instagram et sur mon site Facebook. Je mettrai les liens sur mon Instagram. Sur Facebook, vous dites, non? Oui, Facebook aussi. Parce qu'en fait, mon Instagram se bascule sur Facebook. Donc allons sur Instagram et sur TikTok. Voilà. Isam, H-Y-Z-A-M-E. Bien, je vous remercie beaucoup pour cet échange. On va peut-être en rester là. Et puis on vous retrouve, et puis on peut vous écrire, je suppose, sur Instagram et sur TikTok. Voilà. Et aussi par mail. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir.